Téléspectateurs de la région de Nyiro du Sahel, merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent le président du parti La Nation Commune Avance, la NCA. Vous l'aurez compris, nous recevons ce soir pour vous le président Cheikhne Kamara. Monsieur Kamara, merci de cette comparution devant notre auguste jury. Monsieur Kamara, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Avec moi pour vous interroger ce soir, Abdraman Keita. Il est directeur des publications du journal Le Témoin, non moins aussi directeur par intérim du journal de El Hadj Chana. Occasionnellement. Bien entendu, l'intérimaire, lorsque le titulaire est absent, c'est vous qui assumez pleinement et entièrement l'intérim, en tout cas de la direction. Il se prépare à l'assumer. Bientôt, c'est la Umrah du mois de Carême. Je partirai sans lui. Hélas, je voudrais être avec lui, mais hélas. Il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Keita. Ouais, bah. Que bien lui en face. Vous aurez que bien lui en face. Vous avez rejeté l'offre? Non, pas que j'ai rejeté l'offre. Pas parce que j'ai rejeté l'offre. Je ne vais pas en faire une habitude, une tradition comme lui, d'aller chaque année à la Mecque au risque de ne plus être un Hajj encore. Parce que quand on est fréquent, moins on est l'Hajj. Un Hajj veut dire étranger. On devient un autochtone. Le moment venu, j'y serai. D'accord. Mais ça, c'est tentative de vouloir dire au monde entier que celui qui m'a islamisé. Loin de moi une telle idée. El Hadj Chana Takiou, quant à lui, il est directeur de publication du journal Le 22 septembre. Le titulaire. Merci d'être là. Bonsoir. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM encore une fois. Bienvenue à tous nos téléspectateurs du côté de Nyiro du Sahel. Président, regard sur la composition du jury. Bon, je crois que c'est ma deuxième comparution. C'est un jury que j'ai appris à connaître à travers le petit écran. Et grâce à Dieu, c'est la deuxième fois que je comparais. Et j'apprécie à sa juste valeur la qualité des hommes qui constituent ce jury-là. D'accord. En tout cas, nous demandons au Dieu de la caméra et du studio d'être avec nous ce soir. Je vois que votre image est un peu floue ce soir, mais nos techniciens, nos réalisateurs s'activent pour que l'image redevienne, en tout cas, à la normale déjà. Keita, nous avons M. Cheikhne Kamara ce soir comme invité. Le Dieu de la caméra, c'est celui qui la tient. Quoi. Je parle de Dieu, finalement. Oui. Ce sont ceux qui les tiennent. D'accord. Le Dieu de la caméra. Oui, effectivement, je pense que c'est pas mal de varier. Nous l'avons une fois fait, il est venu ici. Nous varions un peu par... nous connaissons des variations générationnelles. Nous varions aussi par beaucoup d'autres aspects. Je pense qu'il était là une première fois, ça fait beaucoup longtemps. Et beaucoup d'eau a coulé sous le pont entre-temps. Et il ne manque pas de sujets pour lesquels vraiment son opinion, ses perceptions pourraient être attendues par le public qui nous regarde. Monsieur Takiou. Merci Barouf. Vous avez parlé de l'image, du son. Je pense que ça fait le bonheur de beaucoup de téléspectateurs, notamment du professeur Lilou Diallo, qui m'interpelle très souvent par rapport au son. Je pense que nous œuvrons ensemble pour l'amélioration de la technique et même de l'émission. Cela dit, bon, moi je peux dire que nous avons un illustre inconnu aujourd'hui comme invité. Encore? Comparatif, oui, bien que ce soit sa deuxième fois, parce qu'entre sa première comparution et la deuxième qui est celle-là, il y a eu vraiment beaucoup de temps. Donc, j'estime qu'il n'est pas assez connu comme les autres. Est-ce que vous voyez? Et je pense que nous allons contribuer
et à le faire connaître À le révéler. à travers ses idées, et surtout si il est pertinent, il est percutant, il sera connu par l'opinion publique et peut-être qu'il aura même des adhérents. D'accord. Donc c'est une bonne chose, comme l'a dit Abdraman, d'avoir des invités comme lui. D'accord. Président, vous êtes justement le président du parti La Nation Commune Avance. Votre parti, comment il se positionne aujourd'hui dans les marigots politiques? Merci, M. Sidibé. Et merci également aux membres du jury et à l'ensemble des téléspectateurs et des auditeurs qui nous écoutent et nous regardent à travers le Mali et en dehors du Mali. La Nation Commune Avance, NCA, que j'ai le privilège et le grand honneur de présider aujourd'hui, est un parti qui se structure, qui se construit, et à travers les hommes et les femmes qui sont membres de ce bureau-là, nous sommes aujourd'hui en train, n'est-ce pas, de travailler de manière à pouvoir être parmi les forces politiques montantes et forces sur lesquelles les Maliens vont pouvoir compter à travers nos idées, à travers les valeurs que nous défendons, à travers également nos contributions sur, bien entendu, les différentes questions qui assaillent notre pays, nos compatriotes, que ce soit les questions en lien avec, n'est-ce pas, l'éducation, les questions relatives à l'économie. Je parle de votre positionnement actuel. Oui, notre positionnement, n'est-ce pas, nous sommes un parti qui, je l'ai dit lors de ma clairement, dans votre esprit, vous êtes pour transition ou contre transition? Donc je ne percevais pas la question de cette façon. Quand vous parlez de positionnement, oui, nous sommes un parti libéral. Je crois l'avoir, n'est-ce pas, je dis par rapport à la transition. J'ai été un peu plus précis. Bon, par rapport à la transition, oui, je pense que dans toutes les déclarations publiques que nous avons eu alors à affirmer, nous avons clairement, n'est-ce pas, défendu notre soutien à la transition. D'accord. Il s'agit de ça. Voilà, donc, n'est-ce pas, ce soutien-là a été défini. Encore que pour Mara, oui, la transition n'a pas d'opposant. Ni de soutien, peut-être. Oui, nous soutenons la transition. Parce que nous pensons que notre pays traverse un moment très particulier de son histoire et qu'il n'y a pas besoin que des gens, n'est-ce pas, alors s'érigent en pourfendeurs de la transition, de manière à pouvoir l'affaiblir et que cette transition-là, n'est-ce pas, ne soit pas concentrée sur la mission qui est la sienne. Il ne s'agit pas de pourfendre la transition telle que telle, mais c'est la gestion qu'on pourfend. Ce n'est pas la structure transition ou les hommes, oui, mais c'est une gestion, une gouvernance, que c'est ce que certains critiquent souvent. Sinon, personne n'a rien contre la transition. Je pense que la question, elle est claire. Oui. Quand on dit vous êtes pour ou contre. Non, ouais, effectivement. Voilà. Monsieur Camara. De ce point de vue, Monsieur Camara, oui, je peux m'inscrire. Vous avez effectivement. C'est Chana lui-même qui a fixé ce cap. Il est de bon ton. Oui. Il est de bon ton qu'on soutienne la transition, mais pourvu que ça reste une transition, puisqu'il de plus en plus de voix se lèvent pour ne plus la percevoir comme une transition, puisque ça dure. C'est un mandat. Ça perdure, ça commence à devenir. Et vous soutenez ça aussi, que ça dure autant que possible. Un mandat. Non, pas autant qu'on le veuille. Ou bien vous soutenez ça comme ça, alors que vous voulez aussi émerger. Est-ce qu'on vous donnera l'occasion d'émerger dans cette ambiance où, de prolongement continu, de prolongation et de transition sans fin? Bon, il n'y a pas de transition sans fin, n'est-ce pas? Une transition, comme son nom l'indique, alors constitue une étape dans la vie d'un pays. Il y a eu une rupture, n'est-ce pas, au niveau institutionnel. Et on en a connu deux, n'est-ce pas? Absolument. Transition. Mais c'est la première fois que ça dure autant. Absolument. Et vous soutenez ça aussi, que ça dure autant? On en a connu deux. Il est clair que
Les contextes historiques ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes, et peut-être les défis, n'est-ce pas, sont différents. Et vous pensez que les enjeux de 91 étaient moins importants lorsqu'on a pu Absolument, gérer, absolument. moins importants. Absolument. Vous pensez? Je suis affirmatif que... Et pourquoi les enjeux étaient en 91 alors qu'en 91 on dégageait un pouvoir qui ne tolérait pas du tout la diplomatie et les libertés. Les enjeux c'était de ramener les libertés et la démocratie dans le pays. Et aujourd'hui, la démocratie et les libertés sont censées être un acquis dans tous les supports des lois législatives, des lois fondamentaux, mais on trouve que les enjeux sont plus énormes. Les enjeux, je pense qu'en 91, on était tous là, hein, même si on était assez jeunes. Ce n'est pas le même contexte historique, ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes défis. Ça, je l'affirme de manière assez péremptoire. En 91, on ne connaissait pas cette situation trop critique, j'allais dire, n'est-ce pas, sur le plan sécuritaire. Et la crise de gouvernance n'était pas aussi aiguë que cela. Il y avait un État, peut-être qui était contesté dans sa façon d'être, dans sa répression, n'est-ce pas, des libertés fondamentales, dans l'absence de multipartisme intégral, mais un État existait. Et cet État fonctionnait. Cet État avait ses tares, il avait ses limites. Les gens ont contesté cela. On a demandé le multipartisme intégral, on a demandé la démocratie, on a demandé plus de liberté. Et effectivement, n'est-ce pas? Mais depuis quand l'État a commencé à ne plus exister au Mali? Vous pensez? Moi, je pense que le Mali aussi a connu un État. Oui, donc... Mais jusqu'à présent, on n'a jamais connu un vide d'État. Parce que même s'il y a eu coup d'État, oui, c'est un État qui a remplacé un autre État. Je suis en train de vous dire... Donc, non. Que si nous en sommes là aujourd'hui, M. Keïta, il n'y avait pas un État. Je ne peux pas être aussi péremptoire que vous. Ah, mais si vous avez dit le dites de façon très péremptoire. Non, je suis en train de vous expliquer que l'État a connu alors une perte. Bon, si on va passer la parole à Chana Kamara. Allez-y. Moi, je reviens à sa première question que vous n'avez pas répondu. Laquelle? À savoir, est-ce que vous êtes favorable pour que la transition continue? À mon humble avis, autant que faire se peut. Oui, à mon humble avis, une transition, elle est faite pour créer des conditions optimales qui permettent d'aller à des élections et que des candidats se présentent, n'est-ce pas, à ces élections-là avec un projet de société, avec une vision et avec des ambitions claires et que, n'est-ce pas, les populations choisissent véritablement l'homme ou la femme à qui ils auront décidé de confier leur destin. Mais il se trouve que, n'est-ce pas, compte tenu de la situation que nous connaissons aujourd'hui, la transition elle-même a connu plusieurs phases, hein, n'est-ce pas? Au début, ça n'était pas prévu alors qu'on atteigne aujourd'hui sans aller aux élections, mais il est clair que, n'est-ce pas, la situation politique du pays, la situation économique, la situation sécuritaire, n'est-ce pas, font que, malheureusement, n'est-ce pas, la transition, alors, s'est retrouvée prolongée. Et nous pensons effectivement que cette prolongation-là est justifiée. Elle est justifiée. D'accord. Non, je ne vous comprends pas. Vous savez, jusqu'à présent, vous me répondez à quand est-ce que l'État a cessé d'exister? Puisque vous n'êtes pas... Je n'ai jamais dit que l'État a existé. Avec le NCA. Je n'ai jamais dit que l'État a cessé d'exister. Non, avec la NCA. Vous n'êtes pas avec la NCA. Oui. Vous n'êtes pas à votre baptême du feu. On vous a connu avec les bâtisseurs. Absolument. Et vous étiez un soutien inconditionnel à l'époque du Premier ministre de l'époque, Boubou Cissé. Bon, c'est pourquoi on a envie de savoir quand est-ce que l'État a cessé d'exister pour vous. Parce qu'à l'époque, entre cette époque où vous animez le bâtisseur et cette époque-là de la transition, il n'y avait qu'un petit espace de temps. Quand est-ce que, pour vous, cet État, tout ce que vous êtes en train de décrier comme condition, comme justificatif de la persistance de la transition, a commencé à exister? Parce que ne vous entendez pas à l'époque parler de tout cet art-là. D'abord, M. Keïta, je ne sais pas si en parlant, je me fais entendre, ou
vous avez des préjugés tellement... Pas de préjugés. Voilà, forts, ancrés sur ma personne. Vous de parler de faire. Non. Ce que je dis n'est pas vrai. Vous n'étiez pas institution inconditionnelle à l'époque du pouvoir précédent. J'assume. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que... Permettez-moi de parler. Si vous ne voulez pas dire, il n'y a pas de débat. Allez-y. Donc, j'assume pleinement que à un moment donné, n'est-ce pas, de l'histoire de ce pays-là, j'ai été amené à soutenir alors le Premier ministre Bourou, n'est-ce pas, Cissé, pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. J'ai soutenu, n'est-ce pas, la gouvernance du président Ibeka, non pas que j'étais un proche de Boubou Cissé ou un proche de Ibeka, ou n'est-ce pas, contrairement à beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, qui sont en train de leur jeter alors les discrédits et l'anathème, qui partaient, n'est-ce pas, les voir notamment et qui aujourd'hui disent n'importe quoi, n'est-ce pas, sur eux. Contrairement à ces gens-là, moi, mon soutien, il a toujours été un soutien patriotique. Ce soutien, il est patriotique en ce sens que, de mon point de vue, quand alors on donne, n'est-ce pas, un mandat à un président qui est élu, et que ce président-là gère, n'est-ce pas, un État qui, bien entendu, était dans des conditions que chacun sait. Chacun sait dans quelles conditions Ibeka est venu au pouvoir. Et dans cette difficulté-là, moi, je ne pense pas qu'il faille ajouter la difficulté à la difficulté. Ok. Allez-y. Vous avez parlé de soutien patriotique. Oui. C'est ce soutien patriotique qui continue, qui se prolonge en soutenant encore une fois la transition. Absolument. C'est une cohérence. C'est une cohérence. Parce que de mon point de vue, chacun a sa conception de, n'est-ce pas, de la gouvernance et également, n'est-ce pas, de l'État. Vous savez, ceux qui sont aujourd'hui... Demain ou après-demain, après la transition, vous allez continuer votre soutien patriotique également. Ceux qui sont aujourd'hui... Camara, après la transition, vous allez continuer votre soutien patriotique encore. Ceux qui sont aujourd'hui à la tête de cet État-là, personne ne les avait prévus ici. Et s'ils sont là, c'est parce que Dieu a voulu qu'ils soient là. Et moi, n'est-ce pas, je suis un homme qui a la foi et qui respecte la volonté de Dieu. Absolument. Je respecte la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire que je suis passif ou que je n'entreprends absolument rien pour que les questions essentielles, n'est-ce pas, dans le pays soient traitées de façon responsable. D'accord. Donc, simplement, oui. Alors, de 2012 à aujourd'hui, chacun sait que notre pays est passé par une étape tout à fait difficile de son histoire. Et aujourd'hui... Maintenant, oui. De 2020... J'ai dit 2012. Ils sont venus en 2020, la transition actuelle. Est-ce que de 2020 à aujourd'hui, selon vous, la situation a évolué positivement? Absolument, c'est un fait. Expliquez-vous. Mais il y a un certain nombre d'éléments objectifs. Aujourd'hui, n'est-ce pas, avant 2020, il est clair que, n'est-ce pas, on était dans une situation presque d'inféodation à d'autres puissances. Aujourd'hui, nous avons l'autonomie de la décision. Ah, et ce que vous n'avez pas... Sinon, il est en train de grainer. Juste une question que vous n'avez pas... Oui, à ce rythme-là, c'est difficile. Est-ce que vous voyez? Oui, bien sûr. À l'autonomie? On a l'autonomie de la décision. On a une armée, alors aujourd'hui, n'est-ce pas, qui est mieux équipée, qui est combative. Nous avons, n'est-ce pas, un certain nombre de décisions alors qui ont été prises, qui permettent de consolider la souveraineté du pays. Et aujourd'hui, nous pensons que, n'est-ce pas, un certain nombre de décisions majeures sont en train d'être prises pour permettre à nos compatriotes, quand bien même que nous traversons un moment difficile, n'est-ce pas, que, alors, au sortir de cette difficulté-là, nous puissions aller sur des bases nouvelles qui permettront, n'est-ce pas, à nos compatriotes... Les réformes, finalement. Bien entendu. Oui, allez-y, Keïta. Donc, c'est parce que vous êtes patriote que l'absence de tout ça, vous retenez de décrier l'absence de tout ce que vous avez décrié comme atout, de tous ces atouts-là auparavant.
C'est pas quand même ça. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est parce que... Non, je ne comprends pas votre question. C'est mon droit de... Est-ce que c'est parce que vous étiez patriote que vous retenez de dire tout ce que vous venez de dire? C'est-à-dire que vous dites qu'avant, il n'y avait pas cette autonomie de décision. C'est un fait. Ça veut dire qu'en réalité, nous étions dépendants. Vous avez l'opportunité de décrier cette dépendance-là. Et c'est parce que vous êtes patriote que vous retenez de le faire. Vous savez... vous retenez de le faire. Vous savez, M. Keita... Keita, il est dans le passé. Non, je comprends là où il veut en venir. En fait, il y a toujours ces héros que les gens veulent avoir. Et quels sont ces héros-là? C'est les héros de la dénonciation. C'est les héros du rejet, du discrédit. Pour moi, on ne rend pas service à son pays. Quand bien même qu'on est conscient que la gouvernance a des tares, en prenant dans des moments critiques des positions qui, de mon point de vue, ne sont pas suffisamment responsables. Moi, je n'ai jamais dit que la gouvernance des IBK, ou, n'est-ce pas, au moment où Boubou Cissé était Premier ministre, parce que vous êtes beaucoup alors attachés à cela, qu'on était dans le meilleur des mondes. C'est une gouvernance humaine, avec ses forces, avec ses faiblesses, avec ses réussites, avec ses tares. Mais le contexte historique devait nous imposer un minimum de retenue. Et, n'est-ce pas, une force de proposition qui consisterait à accompagner ceux qui ont les leviers de commande du pays, qui parlent à notre nom, pour les aider à nous sortir de ces difficultés. Maintenant, les héros qui sont là, alors à jeter les discrédits et l'anathème sur tous ceux qui, dans ces pays, ont la chance de gérer les affaires publiques. Qui sont ces héros? On a vu souvent certains de ces héros passer, n'est-ce pas, de la rue alors au pouvoir, ou de l'opposition au pouvoir, et on connaît les résultats, ils ne sont pas aussi brillants que ça. Donc de mon point de vue, il est important. Je n'ai pas besoin. M. Camara nous a dit, il vient de nous dire que le M5 n'a pas rendu service au Mali. Parce que le M5, avant que ce pouvoir-là... Est-ce que c'est... Je vous laisse la responsabilité. Parce qu'ils disent que dénoncer, critiquer à un certain moment, ce sont ces dénonciations. Est-ce que ça est réellement ça qu'il a dit? Si, non, effectivement, c'est ce que ça veut dire. Je vous laisse la réduction. C'est pas ce qu'il a dit, c'est la réduction. On va essayer de voler. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. En tout état de cause, si vous attendez à ce que moi, alors simplement parce que j'ai constaté une faille des régimes en ce moment très particulier, trop critique, trop sensible, n'est-ce pas, de notre histoire, que c'est ce que le M5 a fait. Je m'engouffre dans cette brèche pour faciliter, n'est-ce pas, la chute alors d'un régime. Mais c'est de cela qu'il s'agit en réalité. Parce qu'au fond, c'est quoi l'objectif? L'objectif, ceux qui sont là aujourd'hui, quand on passe tout le temps alors à les critiquer, à les combattre, à créer, n'est-ce pas, des suspicions autour d'eux, c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif à la fin? L'objectif, c'est peut-être, n'est-ce pas, de susciter une autre situation qui n'est pas souhaitable. La même chose qu'ils ont parachevé. Ce n'est pas souhaitable. Nous n'allons pas commencer un éternel, nous n'allons pas, n'est-ce pas, tomber dans un éternel recommencement. Quand les gens ont la, n'est-ce pas, quand les gens ont la responsabilité historique de gérer un État dans des moments difficiles, accompagnons-les par notre soutien, par notre force de proposition, par notre capacité d'analyse, par notre, n'est-ce pas, objectivité. Et à partir de là, le laisser à eux la responsabilité de leurs attitudes
et, n'est-ce pas, la responsabilité de leur bilan. Camara, vous allez à présent écouter ma question. Hein. L'actualité reste marquée par cette sortie des partis signataires de la déclaration du 31 mars qui, quand même, appellent à un retour, clairement un retour à l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de ces partis signataires? C'est leur responsabilité, c'est leur droit. Les partis politiques sont créés pour conquérir et exercer le pouvoir. Y compris votre parti. Y compris le mien. Oui. Et c'est pourquoi je vous ai dit à l'entame de mon propos que grâce aux hommes et aux femmes qui animent aujourd'hui ces partis-là, nous sommes en train, n'est-ce pas, de nous structurer, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur. Nous voulons être un parti suffisamment ancré, prenant en compte les aspirations, n'est-ce pas, les convictions, les desiderata de nos populations, pour en faire un projet de société qui puisse permettre véritablement à nos compatriotes de sortir de cette misère-là, de ces difficultés-là, et parce que les Maliens... Est-ce que vous comprenez leur souci finalement? Qui ça? Leur doléance, les signataires de ce communiqué? J'ai dit que c'est leur droit de demander qu'on aille aux élections. Oui. Mais celui qui est tombé, celui qui est tombé, Monsieur Camara, a été élu, et il a été le mieux élu de l'histoire du Mali. Monsieur Camara, le président Feuille Capé à son âme, Monsieur Camara, a été le mieux élu en 2013 au Mali, mais ça n'a pas empêché, n'est-ce pas, de résoudre, ça n'a pas empêché son régime de tomber. Donc finalement, l'élection, c'est pas une panacée. Pour moi, l'élection est nécessaire. Nous n'allons pas ad vitam aeternam rester, n'est-ce pas, dans une transition. Ceux qui gèrent cette transition-là en sont conscients. Ils savent que c'est leur responsabilité historique de créer toutes les conditions pour que nous allions aux élections et que les Maliens choisissent les hommes et les femmes qui doivent gouverner et décider à leur place. Mais cela dit, il ne faut pas penser qu'aller aux élections, n'est-ce pas, c'est la solution, n'est-ce pas, de l'ensemble des problèmes du pays, comme si en allant aux élections demain, alors, n'est-ce pas, il y aura une pluie d'or, d'argent et de bonheur sur ce pays-là. Je ne crois pas à cette vision des choses. Allez-y, Chana. Monsieur Camara. Ben, bon, on progresse. Oui. On va aborder notre chapitre, le chapitre de la CEDEAO. Notre pays n'est plus membre de la CEDEAO. Oui. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, je dois vous dire... Depuis hier déjà. Hein? Oui, bien entendu. Bien entendu. Il n'est plus, donc... Bien entendu. Pour nous, au niveau de la nation commune avance, il aurait été intéressant pour notre pays de rester dans la CEDEAO. Et en plus, moi, je suis soninké. L'essentiel de mes frères sont à l'étranger. La plupart de mes parents, n'est-ce pas, sont en Côte d'Ivoire. Une bonne partie des enfants de ma famille sont nés en Côte d'Ivoire. Mon propre père, n'est-ce pas, a des maisons en Côte d'Ivoire. Le premier enfant de notre famille est né en Côte d'Ivoire. Pour nous, il est extrêmement important d'avoir les meilleurs rapports avec ses voisins. Pour nous, il est important d'avoir les meilleurs rapports avec la communauté sous-régionale. Mais encore une fois, le bémol que je mets à tout ça, c'est que nous apprécions les choses à partir des données, des éléments d'information que nous avons. Et je ne pense pas que ceux qui ont la responsabilité de la décision aujourd'hui ne soient pas conscients du fait, n'est-ce pas, que le Mali avait des intérêts qui ont prévalu à ce qu'il adhère à la CEDEAO, que ces intérêts, qu'ils soient en lien avec, n'est-ce pas, les intérêts économiques, la libre circulation des personnes et des biens, les intérêts, n'est-ce pas, monétaires, les intérêts énergétiques, etc. Avez-vous des inquiétudes par rapport à notre sortie de la CEDEAO? Absolument. Quelles sont vos inquiétudes? Non, les inquiétudes sont simplement que... Et vos certitudes aussi, s'il y en a. Les inquiétudes sont simplement que nous ne souhaitons pas
que les acquis en termes de libre circulation des personnes et des biens, les acquis en termes de possibilités pour nos compatriotes, n'est-ce pas, d'opérer, de créer des entreprises et d'opérer tranquillement, n'est-ce pas, dans cet espace-là, soient compromis. Maintenant, la certitude, c'est que nous sommes sortis. Et nous sommes sortis de la CEDEAO. Là, c'est aussi une autre expérience. Et cette expérience-là, nous allons la vivre. Parce que ceux qui ont l'autorité de la décision ont estimé, pour des raisons certainement qu'ils savent que vous et moi ne savons pas. Alors, n'est-ce pas, de cette sortie-là. Et bien entendu, oui, ça va être une nouvelle expérience pour notre pays. Allez-y, Keita. Et cette expérience-là va enrichir les relations que nous avons. Une question à deux. N'est-ce pas? D'abord, est-ce que vous pensez qu'il soit normal que ceux qui ont la responsabilité du pays soient les seuls à savoir les raisons pour lesquelles nous sortons? Ça, c'est une première question. De deux, nous avons souvent parlé des trois principes qui régissent notre gouvernance ici, dont la prise en compte des intérêts. Peut-être il va répondre à la première question des citoyens. Non, mais il va les retenir, n'est-ce pas? Bon, c'est pas évident, Keita. Il va répondre à la première question. Allez-y. Oui. Je trouve tout à fait normal que certaines questions ne soient pas étalées à la place publique. Vous êtes chef de famille. Donc celle-là. Souvent. On parle d'une question précise. Souvent, vous savez comment vous amenez votre prise de condiments à la maison. À la vie, comme vous l'avez dit vous-même, ça vous fait des inquiétudes. Puis ça touche à la vie de millions de Maliens. Ils doivent vraiment savoir les raisons où vous pensez qu'en réalité, on doit rester dans un système aussi autocratique où les citoyens n'ont pas le droit de savoir ce qui les soutient. C'est ce qui les concerne. Bon, je pense que vous êtes trop, excusez-moi du terme, n'est-ce pas, affirmatif sur certains propos, régime autocratique. Je vous laisse la responsabilité de ces qualificatifs. J'ai dit un système autocratique. Bon, un système autocratique, n'est-ce pas? Ça donne un régime autocratique. Voilà, c'est clair. Ça me paraît... Vous savez bien que quand les citoyens ne sont pas au courant, ne sont pas au courant et sont privés de savoir ce qui les concerne, c'est autocratique. Dans aucun non, l'autocratie, c'est autre chose. Allez-y. Voilà, l'autocratie, par non, définition. C'est pas ça le fond. Voilà. C'est pas ça donc, le fond. sinon, je suis philosophe. J'allais vous dire que, n'est-ce pas, le concept n'est pas bien choisi. Maintenant, en faisant abstraction, en faisant abstraction de ce concept-là, sinon j'allais vous dire que, voilà. Donc, cela donc, n'est-ce pas, on n'est ni dans un système autocratique, ni dans un régime autocratique. J'en viens au fond de la question. Voilà. Il n'y a aucun État sérieux où toutes les populations, tous les citoyens peuvent être au courant de tout. Auquel cas, il faudra simplement, n'est-ce pas, mettre le Conseil des ministres en direct. Une question précise par rapport à notre sortie de la CEDEAO. Le Conseil des ministres en direct. Voilà. C'est une question précise. Oui. Vous êtes dans les généralités. Oui. Il a posé une question précise par rapport à la CEDEAO. Est-ce que les citoyens ne doivent pas connaître les raisons de notre sortie? La véritable motivation. Bon, et vous généralisez le tout. Non, je ne suis pas en train de généraliser, mais je suis certainement en train d'apporter des éléments de réponse qui ne vous conviennent pas. Non, parce que vous fuyez la question. Non, ce n'est pas une fuite. Si. Une réponse. Vous évitez la question. Une réponse en est une. Vous êtes en train d'apporter des éléments d'esquive. Une réponse en est une. Et, n'est-ce pas, je voudrais requérir l'indulgence, n'est-ce pas, alors du jury, pour qu'il veuille bien accepter les réponses, n'est-ce pas, que j'ai décidé d'apporter. De mon point de vue, Président, il faut acter ça. Ceux qui ont la responsabilité de la gestion de l'État peuvent, pour des raisons d'État, qui ne peuvent pas être mises à la disposition du citoyen lambda, prendre des décisions graves, prendre des décisions graves dont ils sont appelés à assumer, n'est-ce pas, les conséquences. Deuxième question. Malgré tout ce que vous avez comme inquiétude, ou bien on regarde tout ce que vous avez comme inquiétude par rapport à cette sortie, est-ce que vous pensez que les responsables dont on parlait sont dans leur bon dos, ils ont agi selon leurs principes
de préservation, leur propre principe de préservation des intérêts, dans l'intérêt de notre, des populations maliennes? Je leur accorde ces préjugés favorables. Ah bon, donner des trucs alors, donner alors des arguments, comme quoi c'est dans l'intérêt des Maliens. Je n'étends pas dans les secrets des dieux. Je ne connais pas, n'est-ce pas, des dirigeants qui prennent des décisions d'une telle gravité sans que cela ne vale vraiment la peine d'être prise. Et de mon point de vue, n'est-ce pas, je leur accorde alors, n'est-ce pas, ce préjugé-là. D'accord. M. Camara, Mais vous ne voyez pas d'intérêt quand même. Quel est l'intérêt de sortir de la CEDEAO, selon vous? Je ne sais pas si je dois vous servir la même réponse. Pas la même chose. Selon vous, quel est l'intérêt de sortir de la CEDEAO? Votre appréciation personnelle, intérêt. N'étant pas dans les secrets des décideurs. Ouais. En tout état de cause, je préfère ne pas alors mettre des recettes dans une marmite fermée. On avance, on prend. L'AES vient de lancer son passeport, une bonne nouvelle finalement. La marmite reste fermée, ça se la disait. Une bonne nouvelle, Keita, s'il vous plaît, une bonne nouvelle. Le passeport AES vient d'être lancé, une bonne nouvelle pour vous. Le passeport est un document de voyage, n'est-ce pas? Je crois que c'est d'abord un passeport malien. C'est des citoyens maliens qui prennent des passeports maliens. Mais dans ce passeport-là, on spécifie simplement, à travers ce passeport-là, que, n'est-ce pas, notre nouvelle communauté d'appartenance que nous revendiquons, n'est-ce pas, c'est l'AES. Donc je ne vois pas de différence entre le passeport CEDEAO et le passeport AES de ce point de vue. Maintenant, il est clair que l'implication, les citoyens AES disposent désormais des passeports. Exactement. Il y a cette cohabitation. C'est clair que, n'est-ce pas, alors à partir de ce moment, ça c'est des décisions politiques de haut niveau qui peuvent être négociées pour permettre, n'est-ce pas, à nos compatriotes de voyager facilement dans l'espace CEDEAO. Allez-y, Chana. Oui. Monsieur Camara, moi je suis perdu déjà. Ne le soyez pas. À travers vos réponses, je ne suis pas dans le débat. Je suis perdu. Néanmoins, je vais essayer de revenir dans le débat et vraiment vous demander à l'orée on n'est plus à l'orée avec la nouvelle année 2005. Est-ce que vous êtes de 2025, est-ce que vous êtes de ceux qui sont optimistes quant à la tenue d'élections? Si oui, quels sont les signaux? Bon, il est clair qu'il n'y a pas eu de date, n'est-ce pas, de chronogramme fixé pour aller aux élections. Mais le signal que chacun a pu percevoir, n'est-ce pas, c'est que les élections l'organisation des élections a été prise en compte par le budget. Donc, ça c'est le seul signal. Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé du signal. Je pense qu'il y aura une élection en 2025. Oui. Quelle est votre lecture de la situation? Vous êtes un homme politique, vous devez avoir une lecture. Justement, c'est ce que je disais tantôt. J'ai dit qu'il n'y a pas eu publication d'un chronogramme indiquant clairement que au courant de l'année 2025, il y aura des élections. Les signaux, n'est-ce pas, si vous en voulez, sont au nombre de 2. Le premier signal, n'est-ce pas, c'est que dans l'organisation des élections a été prévu dans le budget 2025. S'il y a un second signal, aujourd'hui, les différents partis politiques ont à leur disposition la charte des partis politiques qui doit être révisée pour permettre, n'est-ce pas, justement, d'aller à des élections libres, transparentes. Pour vous, ces deux signaux, ces deux signaux sont suffisants pour la tenue du scrutin? Je suis convaincu qu'on ne peut pas faire l'économie d'aller aux élections en temps utile. En temps utile. Qu'est-ce que vous inspire le silence du président de la transition lors de son adresse à la nation du nouvel an,
sur l'organisation de ces élections. Beaucoup d'hommes politiques ont regretté. Oui, absolument. Oui. Il aurait pu, n'est-ce pas, en faire cas. Mais je pense que le nouvel an n'est pas la seule occasion des prises officielles de parole du président de la République. Le 20 janvier, du président de la transition. Le 20 janvier, il y en a eu. Mais le 1er janvier, quand même, ça doit marquer vraiment. Peut-être le premier, on va attendre le 1er janvier, il doit marquer que ça doit être un marqueur que nous sommes dans une année électorale. Mais il a fait quand même une année culturelle. L'économie de ça, et pour beaucoup, c'est là, éradique les signaux dont vous avez parlé. Bon, mais bien sûr, en réalité, les gens, n'est-ce pas, peuvent être sceptiques, étant entendu que cette déclaration solennelle et officielle n'a pas été faite. Alors, dans le discours... Est-ce qu'on peut dire que vous, de toutes les façons, vous êtes indifférent? Qu'ils le disent ou pas, ou bien qu'on organise ou pas, vous... Une part de temps utile. C'est une... Je ne parlerai pas d'indifférence. Par rapport au retour à l'ordre constitutionnel? Non, je ne peux pas être indifférent, n'est-ce pas, au retour à l'ordre constitutionnel. Non, pour cette année au moins. Auquel cas, pour le cap de cette année. Toutes les activités politiques que je suis en train de mener, alors je les mettrai tout simplement entre parenthèses. Alors, comment vous avez ressenti alors la suspension des activités des partis politiques? Comme vous êtes tellement, vous évoquez tellement vos activités, comment vous l'avez vécu? Tous les partis que je sache, en tout cas tous ceux avec qui j'ai discuté, alors ont regretté effectivement cette suspension des activités des partis politiques. Et cela même a eu lieu à un moment où on était dans le dialogue intermalien. Et au cours de ce dialogue-là, les rôles, n'est-ce pas, des partis politiques, en tout cas l'apport des partis politiques, n'est-ce pas, avait été sollicité. Les partis politiques avaient été rencontrés. Et, n'est-ce pas, cette décision de suspendre les activités des partis politiques a fait qu'un certain nombre de contributions qui auraient pu être des contributions, n'est-ce pas, de taille, malheureusement, n'ont pas répondu à l'appel. Monsieur Camara, le général Abdoulaye Maïga hérite désormais de la primature après le départ, si vous voulez, de Choguel Maïga. Comment vous jugez les premiers pas de l'homme, ces premières actions du général Maïga? Bon, nous avons tous remarqué, n'est-ce pas, que aussitôt après avoir été investi de sa nouvelle mission, il a rencontré les partis politiques. Tous les présidents des partis ou leurs représentants, n'est-ce pas, ont répondu à l'appel. Et effectivement, n'est-ce pas, des discussions franches, fructueuses et responsables ont eu lieu. Donc, ce qui démontre clairement, n'est-ce pas, que alors les questions politiques ne sont pas mises entre parenthèses. Deuxièmement, il y a une question essentielle aujourd'hui, c'est la question de l'énergie, n'est-ce pas? Il a été voir les cadres de EDM, il a discuté avec eux et bien entendu, un certain nombre d'échanges, de propositions ont été faites et nous pensons que tout ceci est de nature, en tout cas, à répondre aux besoins, n'est-ce pas, de nos populations. D'accord, allez-y. Oui, effectivement, vous avez tous juste marché sur la langue en parlant de questions d'énergie. Vous parlez de responsabilité de ceux que nous dirigent. Ils ont aussi la responsabilité de donner de l'énergie, de l'électricité aux Maliens. Absolument. Bientôt, nous allons aborder la période du décrue avec tous les enjeux et puis les contraintes que vous connaissez. Et comment voyez-vous la solution énergétique à l'immédiat pour mieux affronter cette période-là, alors même que les autorités refusent d'aller vers les voisins, le voisin le plus vous voyez, disponible pour donner de l'électricité, pour en donner aux populations. Pour ne pas citer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Bon, en réalité, la question énergétique est une question fondamentale. Et cette question-là a un impact considérable sur la vie économique, sur la santé, sur même les conditions de travail, n'est-ce pas, de nos populations. Et de notre point de vue, quel que soit alors les griefs qu'on peut avoir contre X ou Y, tout ce qui, de notre point de vue, permet aux Maliens d'avoir de l'électricité doit être mis en œuvre pour que véritablement nous puissions sortir de cette difficulté-là. Y compris la solution ivoirienne, n'importe quelle autre solution qui permettrait
véritablement, n'est-ce pas, de sortir de ces difficultés-là. Parce que de mon point de vue, il y a des questions qui doivent être gérées avec moins d'émotion. Ça, c'est les questions économiques. Les questions économiques, n'est-ce pas, sont des questions vitales. Et on doit faire preuve, n'est-ce pas, de beaucoup de tact, de beaucoup, alors, n'est-ce pas, d'objectivité, non seulement dans l'analyse de ces questions-là, mais également dans la prise de décision en lien avec ces questions-là. Ok, Keïta. Là, au moins, c'est un domaine où vous pensez que, en réalité, la raison d'État ne prévaut pas. Je n'ai pas dit que la raison d'État prévalait dans tout. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que les Maliens achètent de l'électricité avec n'importe quel pays, pourvu que cela permette aux Maliens de travailler dans de bonnes conditions, à nos malades, n'est-ce pas, d'être opérés dans de bonnes conditions, à nos entreprises de ne pas fermer, et également, n'est-ce pas, alors à nos structures de pouvoir continuer parce que les dirigeants peuvent avoir des raisons que nous ignorons, selon votre entendement de la chose. Pourquoi je vous demande? Non. En tout état de cause, vous avez voulu avoir mon point de vue sur cette question et vous l'avez. Sur les Maliens, quand même, avec le lancement, si vous voulez, des centrales solaires, ce lancement avait quand même suscité beaucoup d'espoir chez les Maliens, mais au fil du temps, les Maliens commencent à désenchanter par rapport à cette solution. Quelle est votre lecture? Bon, moi, je ne pense pas que cette approche des centrales solaires soit mise entre parenthèses. C'est clair que on ne peut pas... Sauf que des délais à court terme avaient été annoncés. Oui, peut-être que ces délais ne seront pas respectés, mais c'est sûr que, n'est-ce pas, alors les travaux sont en cours et nous pensons qu'il va falloir accélérer la cadence pour permettre véritablement de résoudre l'épineuse question, n'est-ce pas, de l'énergie. Parce que c'est véritablement une question épineuse. Ok, allez-y. Ça n'est plus dans oui, bon, allez-y, oui. Chana, il est en train de manipuler son téléphone. Oui. Ah, je le manipule. Oui, mais vous dites que vous n'êtes plus dans le débat. Vous avez fait 5 minutes à manipuler le téléphone. À un moment donné, je n'étais pas dans le débat, j'ai tenté à revenir. Oui, sauf que ces réponses sont... Si tu veux m'enlever... Non, vous avez fait 10 minutes, on a concerné quand même, il est en train de manipuler le téléphone. Le téléphone, il y a des questions. Mais allez-y, Chana. Ah bon? Allez-y. Tu m'as enlevé dans le débat. Hein? Bon, monsieur Camara, vous êtes un leader politique et on parle d'élection. Je voudrais savoir votre soutien à la transition. Est-ce que c'est un soutien pour appeler à la candidature de Assimi Goïta ou bien vous soutenez la transition pour qu'elle termine bien afin que vous-même vous puissiez être candidat à la magistrature suprême de l'État? Notre soutien à la transition est un soutien qui permettrait, en tout cas de notre point de vue, à cette transition-là, de conduire les affaires publiques dans l'ordre, dans la discipline, dans la sérénité, pour permettre l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes. En ce qui concerne la candidature du président de la transition, je pense que c'est à lui d'avoir la responsabilité de se présenter à cette élection. Et s'il s'est présenté à cette élection, il y a, n'est-ce pas, des organismes, des structures d'État qui sont habilités à valider ou à rejeter sa candidature. Puisque cette question n'est pas posée, pour moi... Il y a quand même des appels à sa candidature. Des appels à sa candidature. Oui. Quelle est votre opinion? Est-ce que pour vous, il doit ou peut être candidat? Au regard de la charte actuelle. Au regard de tout ce texte en vigueur. De notre point de vue, lui seul a la responsabilité de sa candidature. Non, on vous demande de faire une analyse sur la base des textes en vigueur. Les textes sont clairs quand même. Qu'est-ce que les textes disent? Il peut être candidat ou pas? Il est clair que chacun de nous a lu ces textes et savent quel est leur contenu.
D'accord. Non, mais c'est clair. Ce n'est pas à moi de relayer les contenus des textes ici. Alors qu'il était prêt à nous dire c'est quoi un pouvoir. Mais si vous voulez... Non, mais c'est clair. Si vous voulez, il ne me revient pas à moi. Je ne suis pas juriste. Hein, je préfère vous le dire clairement. C'est pourquoi j'ai dit qu'il a la responsabilité de se présenter. Et il y a des structures qui sont habilitées à accepter ou à rejeter la candidature. Monsieur Camara, nous sommes malheureusement... Bien entendu, ces structures... On ne m'a pas dit c'est la question, on ne m'a pas alerté. Si ces structures, n'est-ce pas, alors admettez qu'il soit candidat, je pense que c'est un Malien. Et dans ce cas, vous allez l'accompagner. Vous serez candidat. Cette décision, la décision de ma candidature ou du soutien à un autre candidat, appartient véritablement au parti. Je vous sens venir là. Merci. Merci. Bon, et nous revenons un peu à la CEDEAO dont vous avez dit que quitter la CEDEAO relève de la responsabilité de ceux qui nous dirigent et de leur perception des conséquences. C'est pourquoi d'ailleurs... Une de ces conséquences, c'est que dans quelques années, il est possible que la CEDEAO aille à une nouvelle monnaie. L'éco muté vers et qui sera probablement qui va probablement concerner l'ensemble des pays de l'UEMOA, sauf les 3 pays qui ont quitté la CEDEAO. Comment est-ce que vous entrevoyez les conséquences de priver de ces 3 pays, de l'AES, d'une monnaie commune ouest-africaine? Bon, je crois que nous avons quitté la CEDEAO, mais nous sommes dans l'UEMOA. Mais ce que j'ai dit, quand ils vont dans l'éco, l'UEMOA va disparaître, le CFA va disparaître. Si l'UEMOA disparaissait, en ce moment, il reviendra aux autorités qui seront en place en ce moment de voir s'ils doivent, n'est-ce pas, continuer à utiliser l'éco ou toute autre monnaie. D'accord. Mais vous êtes une force de proposition, vous êtes une force de projection dans les perspectives en tant que parti politique. Vous ne pouvez pas vous en remettre devant chaque situation aux dirigeants du moment. Monsieur Camara. Non, c'est-à-dire qu'on ne se comprend pas, Monsieur Keita. Ce que je m'avais dit. Ce que nous on cherche vous, votre propre analyse de la Union. Non, il est clair. Il est subordonné. Il est clair. Assujetti à celle de ceux qui gèrent. Nous ne sommes assujettis à personne. Nous ne sommes assujettis à personne. D'accord. Et nous ne devons rien à personne. D'accord. Allez-y, Chana. Tous ces régimes, alors que les gens prétendent que moi j'ai soutenu, n'est-ce pas? Je crois que tout le monde m'écoute. Hein. Je ne dois rien à personne parmi eux. Et tout ce que j'ai gagné, je l'ai gagné à la sueur de mon front en travaillant. Je ne suis pas de ceux qui sont inféodés à des hommes politiques parce que même vous avez parlé plusieurs fois de Boubou. Mais je sais pourquoi vous, n'est-ce pas, vous êtes beaucoup alors accrochés à ces questions-là. Non, vous ne savez pas. Mais au fond, c'est pourquoi j'ai dit... C'est pourquoi je suis attaché, je vais vous le dire. Oui. Je suis attaché seulement pour la constance du soutien dans tous les régimes. Vous devez même... Vous devez même... Pas pour autre chose. Mais en réalité... Puisque le régime change, vous demeurez. Oui. Moi-même. Donc c'est ce qui intrigue. Justement, parce que je suis contre... Cette velléité à vouloir tout fendre toute personne qui a la chance de diriger ces pays-là et à affaiblir malheureusement notre pays et nos institutions. Je suis contre ça. Allez-y, Chana, pour la dernière question. Monsieur Camara, c'est une constance. Est-ce que demain vous serez prêt à poursuivre votre soutien au nouveau pouvoir, votre soutien patriotique? Ce que je souhaite, c'est que cette transition-là permettent véritablement à notre pays de juguler, en tout cas, un certain nombre de crises majeures qui permettront d'être dans des conditions optimales d'institution d'un débat démocratique avec, n'est-ce pas, des discussions apaisées, responsables, où les gens, argument contre argument, projet contre projet, idée contre idée, peuvent véritablement se soumettre à la volonté populaire et le peuple, n'est-ce pas, décidera de qui, n'est-ce pas, à qui il doit confier sa destinée. Mais tant que nous sommes dans des situations plus ou moins chaotiques,
comme celle que nous avons connue depuis 2012. Je ne réponds jamais aux questions. Voilà, comme celle que nous avons connue depuis 2012. Alors c'est difficile, véritablement pour moi, de penser que le cadre est favorable, n'est-ce pas, à toutes sortes de contradictions. Monsieur Camara, nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience à présent. Le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Keita, Chana, nous sommes dans les secrets de la délibération. Personne ne nous écoute. Monsieur le Président, je pense qu'on a connu 3 camarades dans la même émission. Hein? Le premier camarade qui ne se retrouvait pas, le deuxième camarade qui était un peu... En tout cas, dans toute autre cause, on a connu un camarade insaisissable. Ce soir? Ce soir, selon les questions qu'on a eu à poser avec lui. Je l'ai trouvé vers la fin, vers la chute de l'émission, un peu plus pertinent quand il a abordé certaines questions telles que la question énergétique, où il trouve qu'en réalité les intérêts de la population doivent être pris en compte. Mais en même temps, il y a un paradoxe qui consiste, quand il s'agit de la CEDEAO, de faire l'impasse sur les intérêts de la population et de laisser le libre choix aux dirigeants du moment d'en décider. Monsieur le Président, je pense que cela ne devrait pas être la posture. Ces incohérences ne doivent pas être la posture de quelqu'un ou bien du représentant d'un parti qui aspire à diriger. Et nous sommes sans doute quand même encore dans un système démocratique, dans un système de pluralité des idées, de pluralisme même des propositions, des partis politiques, des formations politiques, et non pas dans un système qui encourage la résignation à laquelle il est en train d'adhérer, à laquelle il a adhéré ce soir. D'accord. Voilà. Donc vraiment, Monsieur le Président, je ne trouve pas que vraiment cela puisse faire école dans notre système et que cela puisse donner de l'exemple, le bon exemple aux opinions, le bon exemple à tout le monde. Je vous demande vraiment, sans concession, de condamner M. Camara. Lourdement. Vraiment. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons connu Camara lors de la première émission. Il a plus ou moins brillé. Mais aujourd'hui, je ne le reconnais pas. Je ne le reconnais pas. Leader politique de son État, philosophe de son État, promoteur d'école, il dit que tout ce qu'il a, il ne le doit à personne. On sait qu'il a un peu d'argent. Hein? Cela, c'est vrai, il ne le doit à personne. Il le doit à la sueur de son front. Mais très honnêtement, le philosophe n'a pas assuré aujourd'hui, Monsieur le Président. Il n'a pas assuré. Il n'a répondu pratiquement à aucune question. Il n'a même pas philosophé. Hein? Il n'a même pas philosophé. Il esquivait les questions. Il esquivait les questions. Au point que j'ai eu des migraines ce soir. Je ne sais pas. C'est l'émission qui m'en a donné ou que c'est naturel. Très honnêtement, j'ai des migraines. J'ai des migraines. Très honnêtement, je n'ai pas reconnu Camara. Il n'a pas du tout assumé, Monsieur le Président. Il n'a pas du tout assumé, Monsieur le Président. Il n'a répondu à aucune interrogation. Les interrogations auxquelles il a répondu, il rejette les réponses aux autorités. Tout ce que les autorités font est bon. Lui, il n'a aucune analyse. Il n'a aucune proposition. Il n'a aucune idée par rapport aux questions à faire prévaloir. Tout ce que... Non. Si les autorités le font, c'est que c'est bon. Ou bien les futures autorités... Non, que non. Que non, Monsieur Camara. Condamnez-le sans concession, Monsieur le Président. Je rejoins Abdraman, qui ne doit pas être acquitté, malgré souvent votre complaisance, Monsieur le Président. D'accord. L'invité, l'accusé et le président étant cernés, le choix, je n'ai pas de choix que de retenir l'accusé des liens de l'accusation et de sa condamnation au paiement de 1 franc symbolique. Votre dernier mot. Et que nous revienne bientôt. Il va revenir. Malgré sa richesse. 1 franc symbolique. Malgré sa richesse. Oui, 1 franc symbolique. Allez-y. Merci. D'abord,
tiens à remercier, n'est-ce pas, le grand jury de m'avoir invité ici. Il l'a dit, je suis philosophe de formation et en tant que tel, j'ai le sens de la dialectique. Et je suis d'accord que le jury ne soit pas d'accord avec moi. Ça, c'est le philosophe. Mais j'ai l'intime conviction que les héros dont on veut faire la promotion ne sont pas toujours les meilleurs pour ce pays-là. Nous sommes un vieux pays, nous avons une longue histoire, et cette longue histoire-là doit nous imposer d'avoir suffisamment de circonspection, de retenue par rapport à un certain nombre de questions. Et bien entendu, nous devons faire attention à ne pas toujours affaiblir ceux qui ont la responsabilité de la gestion de l'État. Quand j'ai dit que je ne dois rien à personne, c'est peut-être abusif de le dire. Tout le monde doit à la société. Mais je parlais des politiques auxquelles, n'est-ce pas, alors je faisais allusion. Un promoteur d'école que je suis, d'abord je suis issu d'une famille, et je dois beaucoup à ma famille. Bien sûr. Et je dois beaucoup à l'ensemble des enseignants qui travaillent dans cette école, qui ont eu à travailler dans cette école, à l'ensemble des parents d'élèves qui m'ont fait confiance, à l'ensemble des cadres du parti qui m'ont fait confiance et qui ont voulu que je préside, n'est-ce pas, ce Nous parti. savons que vous faisiez allusion aux politiques. Donc, oui. Cela dit, Oui. il faudrait que chacun intègre un fait. De 2012 à aujourd'hui. Vous avez 10 secondes, hein, pourquoi? Voilà, de 2012 à aujourd'hui, Oui. s'il y a un homme politique qui est resté constant dans ce pays, c'est votre humble serviteur. Cette constance-là n'était pas monnayée. Cette constance-là, elle n'était pas conditionnée. D'accord. Cette constance-là, elle est patriotique et elle demeurera de l'être. La constance, je voudrais jusqu'à ce que notre pays retrouve un cadre, n'est-ce pas, viable pour l'expression, n'est-ce pas, des idées dans la contradiction, dans le respect, n'est-ce pas, dans, alors, bien entendu, qui permettront, en tout cas, n'est-ce pas, à nos compatriotes d'être dans un mieux-être. Vous permettrez juste un mot, oui, n'est-ce pas, juste un mot. Je voudrais saisir votre micro pour lancer à l'ensemble de nos compatriotes qui pensent comme nous, alors, n'est-ce pas, d'adhérer massivement à la NCA, oui, parce que nous sommes, n'est-ce pas, dans une structuration. La publicité se paie, hein? Voilà, dans une structuration, oui. Et nous voulons véritablement que ce pays-là ne se casse pas. Nous voulons que ce pays-là se consolide. Nous voulons que ce pays-là, n'est-ce pas, s'apaise. Oui. Nous voulons que ce pays se développe. C'est sur ces vœux que prend fin ce numéro de votre émission. Grand jury qui recevait comme invité M. Cheikhna Kamara, président du parti La Nation Commune Avance.